Ok, donc je vais vous parler du monde p-adique. Donc je vais commencer par vous définir ce que c'est que les nombres p-adiques. Alors, je suis désolé pour les gens qui savent ce que c'est. Donc grand 1, nombre p-adique. Donc ils ont été introduits par Hensel en 1897. Donc on part d'un nombre premier p. P2, 3, 5, etc. Et à ce nombre premier, on associe une norme sur Q. Donc si x est un nombre rationnel, x égale a sur b, on définit norme de x, donc la norme p-adique de x, comme étant p à la puissance moins la valuation p-adique de x. Et la valuation p-adique de x, elle est définie comme étant la différence des valuations p-adiques de a et de b. Et maintenant, la valuation p-adique d'un entier, c'est le nombre de fois qu'on peut diviser cet entier par p. Donc vp de n, si n est un entier, c'est le plus grand. Donc p puissance vp de n, c'est la plus grande puissance de p divisant n. De p divisant n. Donc plus un nombre est divisible par p et plus il est petit. Voilà. Donc en particulier, vp de l'infini, vp de 0, c'est plus l'infini, puisque 0 c'est divisible par n'importe quelle puissance de p. Donc ça vérifie des propriétés élémentaires, à savoir que norme de x égale 0 si et seulement si x égale 0. C'est multiplicatif, x, y, p égale norme de x, p, norme de y, p, puisque si p puissance a divise n et p puissance b divise n', p puissance a plus b divise n plus n'. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça vérifie l'inégalité triangulaire, mais sous une forme très très forte, qui est que la norme de x plus yp, c'est plus petit que le sup de xp et de yp. Alors ça, c'est parce que si p puissance a divise x et y, il divise x plus y. D'accord? Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'inégalité ultramétrique. Qui est plus forte que l'inégalité triangulaire. Donc ça définit bien une distance. Et donc on définit QP, le corps des nombres p-adiques, comme le complété de Q pour la norme. Donc complété de Q pour la norme p-adique. Donc on fait comme pour les réels, on rajoute les limites de suite de Cauchy. Voilà. Et alors comme la norme est ultramétrique, eh ben, on a une propriété très sympathique qui est qu'une série somme des AN converge si et seulement si AN tend vers 0. Donc ça, c'est le théorème que beaucoup d'étudiants connaissent. Et il est vrai en p-adique. Et on a un théorème magnifique d'un dénommé Ostrowski en 1918, il me semble, si mes souvenirs sont bons, qui dit que les seuls complétés possibles de Q, donc les complétés de Q, sont d'une part celui que tout le monde connaît, les réels, et les QP pour les nombres premiers P. Pour P premier. Donc ce que ça dit, c'est qu'à côté du monde réel, que tout le monde connaît, il y a une infinité de mondes pour chaque nombre premier P. Et donc quand on est arithméticien, on a une infinité de mondes avec lesquels on peut jouer.
Voilà. Donc, c'est pas terminé. Donc, à l'intérieur de QP, il y a ce qu'on appelle l'anneau des entiers, ZP, l'anneau des entiers p-adiques. Donc, c'est l'ensemble des X dans QP, tel que norme de X, P. Bon, je vais supprimer le P maintenant, hein. Il n'y a plus qu'une seule norme qui existe. Je fixe P et la norme devient X, inférieur ou égal à 1. Donc ça, c'est un anneau à cause des deux choses qui sont ici. Donc ça, c'est un anneau qu'on appelle l'anneau des entiers p-adiques. C'est un anneau particulièrement sympathique parce qu'il a un unique idéal maximal qui est PZP. Maximal. Le corps résiduel ZP modulo PZP, c'est Z modulo PZ. Donc c'est le corps FP à P éléments. Et par exemple, les éléments inversibles, ZP étoile, c'est juste les éléments tels que la norme de X est égale à 1. C'est clair à partir de la formule qui est ici. Voilà, et en plus, ce qui est clair aussi, c'est qu'on obtient QP à partir de ZP comme étant ZP et on inverse P. Voilà. Et donc, à partir de là, ça permet de donner une deuxième définition du corps des nombres p-adiques, donc une définition algébrique. Je vous ai donné une définition, en gros, par l'analyse. Donc, la deuxième définition, c'est que ça part de l'observation suivante, c'est que, en fait, plus généralement, on a une flèche naturelle de Z modulo P puissance NZ dans ZP modulo P puissance N ZP, simplement parce que Z s'envoie dans ZP. Et ça, c'est un isomorphisme. Et de là, ce qu'on obtient, c'est que, en fait, on récupère ZP à partir des Z modulo P puissance NZ comme étant ce qu'on appelle la limite projective des Z modulo P puissance NZ, c'est-à-dire l'ensemble des suites Xn avec Xn dans Z sur P puissance NZ. Et on demande que Xn plus 1 soit égal à Xn quand on réduit modulo P puissance N, donc dans Z sur P puissance NZ. Voilà. Et donc, on peut représenter les p-adiques. Donc, je vais prendre P égale 3. On obtient une jolie petite description des nombres p-adiques, qui est la suivante. C'est fabriqué comme un arbre. Donc ici, je mets Z sur 3 puissance 0 Z. Ici, je mets Z sur 3 puissance 1 Z. Ensuite, je divise en 3 encore. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Ah, ben ça déborde. Z sur 3 au carré Z. Bon, je ne vais pas tout vous faire, hein. Il y en a une infinité. Donc, je pense que vous avez compris. Donc, Z sur 3 puissance 3Z. Et on continue comme ça. Et au bout, ici, on aura à la limite Z3. Et alors, comment on met les éléments de Z sur P puissance de Z sur 3 puissance NZ, ben on les écrit en base 3. Donc ici, on n'a pas tellement de choix. Donc ici, on a 3 éléments, 0, 1 et 2. Okay. Et maintenant, au cran suivant, eh ben, ça se divise encore en 3. Donc ce qu'on obtient, c'est les éléments 0, 0, 1, 0, 2, 0 en base 3. Ici, on aura 0, 1, 1, 1, 2, 1. Et ici, on a 0, 2, 2, 1, 2, 2, 2, etc. Hein, donc, si vous les écrivez, ben, vous obtenez les éléments jusqu'à 9, mais écrits d'une manière un peu bizarre. Hein. Et au bout de chaque branche de l'arbre, il y a un nombre p-adique. Voilà. Et à la fin, ce qu'on obtient, c'est qu'on a un nombre p-adique avec son développement en base P. Donc, on a un développement en base P qui est infini
OK. Et donc, on voit sur cette description, en fait, que ZP est un anneau compact. Donc, c'est un anneau compact, ben, pourquoi? Parce que c'est un fermé dans un produit de fini. Les finis, c'est compact. Produit de compact, c'est compact. Donc, ZP est compact. Et du coup, bah, ça vous dit aussi que QP est un corps localement compact. Localement compact comme R ou C. Donc si vous n'avez jamais vu de p-adique, en fait, ça se comporte pour beaucoup de choses comme les corps que vous connaissez, R et C. Et une autre chose qu'on voit de là-dessus, c'est que ben, Z est dense dans ZP. Hein, dans ZP. Puisqu'on est en train d'approximer même ce qu'on obtient ici, c'est que N est dense dans ZP. Donc contrairement à ce dont on a l'habitude, hein, les entiers ne sont pas bien séparés en p-adique. OK. Donc, bah, pour vous donner un peu plus d'idées, je vais vous faire un petit peu d'analyse p-adique. Analyse p-adique. Donc on note C de ZP, l'espace des fonctions continues. ZP dans QP, continue. Donc, comme ZP est compact, on peut définir la norme infinie de phi comme étant le sup pour x appartenant à ZP de valeur absolue de phi de x. Ok, donc ça c'est fini parce que ZP est compact. Et donc on va essayer de décrire cet espace. Et on a un très beau théorème de Malheur qui nous donne une très belle description de cet espace. Donc pour ça, je vais définir les polynômes binomiaux sous la manière suivante. X moins n plus 1 sur n factoriel. Donc ce qui est facile de vérifier, c'est que la norme de ce polynôme, la norme infinie, est égale à 1. Bon, elle est plus grande que 1 parce que si vous évaluez en x égale n, vous obtenez déjà 1. D'accord? Et elle est plus petite que 1 parce que, en fait, si vous prenez un entier, ça c'est un entier, c'est un coefficient binomial. Un entier, ça a une norme plus petite que 1. Et par continuité, ça va être vrai pour tout ZP puisque j'ai dit que Z était dense dans ZP. D'accord? Du coup, vous obtenez ceci. Et donc maintenant, si vous avez une fonction phi, vous définissez an de phi par la formule phi de n moins n1 phi de n moins 1 plus n2 phi de n moins 2 plus etc. Et le dernier terme, c'est moins 1 puissance n phi de 0. Donc c'est ce qu'on appelle les coefficients de Malheur de la fonction. De Malheur. Et le théorème est le suivant. Alors le premier point est dû à Malheur, hein, qui dit la chose suivante, c'est que si phi est une fonction continue sur ZP, alors an de phi tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Et phi, c'est la somme pour n positif des an de phi n, xn, dans C infini, dans les fonctions continues. Donc il y a convergence uniforme de la série ici. Donc ça permet de décrire n'importe quelle fonction continue en termes des polynômes binomiaux. Et donc ça devrait vous rappeler quelque chose, à savoir le théorème de Riemann-Lebesgue. Donc il faut penser à ZP comme l'analogue du cercle, R mod Z.
Et donc le théorème de Riemann-Lebesgue, il vous dit que si vous avez une fonction continue périodique, les coefficients de Fourier tendent vers 0. Okay, mais ensuite, si vous n'avez rien comme ça, donc ici, il faudrait remplacer ça par les e puissance 2i pi nx. D'accord, hein, mais vous savez bien que ce n'est pas vrai qu'il y a cette convergence. Il y a juste des convergences si on passe en L2. Donc la situation périodique est meilleure que la situation réelle. Et alors ce qui est amusant, c'est ce qui se passe si on rajoute de la régularité. Donc on a un théorème de Barsky. Donc si vous prenez une fonction C infinie, donc C infini, ça veut dire qu'elle a un développement de Taylor à n'importe quel ordre autour de chaque point. D'accord ? Donc une fonction est C infini, si et seulement si, la suite AN est à décroissance rapide, c'est-à-dire que n puissance C norme de AN de phi tend vers 0, quel que soit C positif. Donc ça, c'est l'exact analogue de ce qui se passe en réel pour les fonctions périodiques. Et on a un théorème de Yvette Amis, qui dit que phi est une fonction localement analytique. Donc localement analytique, ça veut dire que c'est somme de sa série de Taylor dans un voisinage autour de chaque point. D'accord ? Si et seulement si, en fait, les AN de phi tendent exponentiellement vite vers 0, c'est-à-dire qu'il existe un delta plus grand que 1, tel que delta puissance n à n de phi tend vers 0 quand n tend vers l'infini. D'accord ? Donc ça, c'est l'analogue d'un théorème de, je ne sais pas, Palais-Wiener, il me semble, non. Enfin bref, oui, Palais-Wiener, il me semble. C'est un analogue d'un résultat classique en complexe. Mais ce qui est amusant, c'est qu'en fait, je connaissais ce théorème d'Amis. Je ne connaissais pas le théorème classique. Et quand j'ai fait mon cours à l'école polytechnique, j'ai fabriqué, je me suis dit, tiens, quel va être l'analogue complexe de ce résultat que je connais en p-adique ? Et donc j'ai fait un petit problème, et puis après, quand je me suis rendu compte que non, en fait, cet énoncé était probablement très bien connu, et en plus, c'était probablement de là que les gens étaient partis pour démontrer l'énoncé p-adique. Donc, j'ai jusqu'à quelle heure ? Je veux. Midi 20. Bon, on va peut-être pas. Ok, donc je vais terminer avec l'analyse p-adique. Donc là, je vous ai donné une description des fonctions continues. Et on peut donner aussi une description des mesures. Hein. Donc on note D0 de ZP. C'est les mesures sur ZP. Et alors, ici, on prend le point de vue de Bourbaki, hein, celui que les probabilistes n'aiment pas. On définit ça comme le dual topologique des fonctions continues, donc les formes différentielles, les formes linéaires continues sur les fonctions continues. Et si on a une mesure, on définit ce qu'on appelle la transformée d'Amis, qui est un analogue p-adique de la transformée de Fourier, de la manière suivante. On définit AMU de t comme l'intégrale sur ZP. Ah oui, peut-être je devrais dire que si on a une mesure, normalement, on peut évaluer une mesure sur une fonction, mais on préfère écrire ça sous la forme l'intégrale sur ZP de phi de x, mu de x. Bon, ça n'a aucun sens, mais c'est plus parlant. Et donc, on définit ça de la manière suivante. X mu de x. Donc, il faut penser à t comme un analogue p-adique de e puissance 2i pi. Moins 1. Donc ça, c'est un analogue p-adique de 0, sauf que e puissance 2i pi en réel, ça vaut bien 1, mais e puissance 2i pi x, ça ne vaut pas 1 puissance x, c'est-à-dire que c'est à peu près l'analogue en p-adique. Et ça, par définition,
c'est égal à la somme pour n supérieur ou égal à 0 de l'intégrale de xn mu x t puissance n. Ok, parce que si vous vous amusez à développer ceci en puissance de t, vous obtenez les polynômes binomiaux. Ok, et le théorème, qui est le dual du théorème de Malheur, hein, c'est que cette application U mu donne A mu, ça induit un isomorphisme entre les mesures et l'espace des séries à coefficients bornés, tel qu'il existe C avec norme de Bn inférieur ou égal à C. Et ça, c'est algébriquement égal à Zp double crochet T, et ensuite on inverse P. Et alors, quel est l'isomorphisme dans l'autre sens? Donc c'est clair qu'on va obtenir une série à coefficients bornés, parce que, comme j'ai dit, les xn ont tous une norme qui est majorée par 1. Donc si vous avez une fonction continue, une forme linéaire continue sur les fonctions continues, comme ça c'est borné dans les fonctions continues, et on va obtenir des coefficients qui sont bornés, d'accord? Mais dans l'autre sens, c'est simplement le miracle du p-adique qui fait que si vous avez une suite Bn comme ça, vous lui associez une mesure mu B définie par l'intégrale sur Zp de phi de x mu B de x égale somme pour n supérieur ou égal à 0 de Bn fois An de phi. Et donc ça, c'est borné, ça tend vers 0. Et comme on est en p-adique, la somme converge, la série converge. Okay, donc ça vous fabrique bien une... Ok, donc ça c'est... Bon, c'est pas ça qui va m'intéresser particulièrement aujourd'hui. Ce qui va plus m'intéresser, c'est la clôture algébrique de QP. Donc, grand 3. Donc, dans le monde réel, qu'est-ce qu'on fait? On part de R, hein, et puis on définit C, qui est R de x modulo x2 plus 1. Et hop, on a un corps algébriquement clos. Et puis là, on est très content, on a gagné. Ah oui, et puis sur C, on a une norme qui étant celle sur R. Donc la norme sur C, c'est norme de x égale la racine carrée de la norme de C sur R de x. Donc ça fait une norme sur C qui étend celle sur R. Et c'est l'unique manière de l'étendre de manière que ce soit vraiment une norme multiplicative. Donc en p-adique, c'est ce qui se passe. QP n'est pas algébriquement clos. Ça, c'est très facile à voir. Donc on considère sa clôture algébrique, QP bar. Donc maintenant, sur QP bar, il y a une unique manière d'étendre la norme p-adique par exactement la même formule. Alors exactement la même formule, ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc ce qui se passe quand même, c'est que QP bar est de degré infini sur QP, contrairement à ce qui se passe en réel. Pour quelle raison? Parce que, par exemple, si vous prenez QP et que vous rajoutez les racines p puissance énième de l'unité, en fait, il n'y a aucune racine de p puissance énième de l'unité dans QP. Et donc, le degré de ce corps-là, c'est le même que si vous aviez Q à la place de QP. Et donc, c'est p moins 1, p puissance n moins 1. Et donc, ça tend vers l'infini quand n tend vers l'infini. Donc, c'est vraiment une extension très, très grande. Et comment est-ce qu'on étend la norme? On prend l'élément x dans QP bar. Donc, en fait, il appartient à une extension finie de QP.
et on définit la norme de x comme étant, on prend la norme de k sur qp de x. Donc ça, c'est un élément dans qp, on sait définir la norme, et on divise par le degré de l'extension k sur qp. Donc comme vous pouvez voir, c'est exactement la même formule qui est ici. La racine carrée, c'est 1/2 dans le cas complexe. Voilà, donc, là on est content, on a un corps algébriquement clos avec une norme dessus. Simplement, comme la dimension est infinie, ce corps-là n'est pas complet pour QP, donc on complète. Donc on définit CP comme étant le complété pour la norme qu'on vient de définir. D'accord ? Donc on se dit que ça pourrait continuer éternellement, ce processus, mais en fait ça s'arrête là, parce que quand on complète quelque chose qui est déjà algébriquement clos, ça reste algébriquement clos. C'est juste une application de l'algorithme de Newton. Si vous partez d'une solution approchée, vous obtiendrez une solution. Ok, donc ça c'est algébriquement clos. Algébriquement clos. Complet. Mais en fait, c'est un corps très très gros, et contrairement à tous ceux qu'on a vus jusque-là, il n'est pas localement compact. Mais pas localement compact. Et en fait, il est un peu bizarre parce que, bon, ça ne va pas apparaître là, mais quand on fait vraiment de l'analyse fonctionnelle p-adique, on a des ennuis parce que ce corps n'est pas sphériquement complet, c'est-à-dire que vous pouvez trouver des suites de boules emboîtées, fermées, dont l'intersection est vide. Donc des boules emboîtées. Donc bien sûr, pour que ça ne contredise pas le théorème des fermés emboîtés, il faut que le rayon ne tende pas vers 0. Mais voilà. Donc, et ça pose des tas de problèmes quand on fait vraiment de l'analyse fonctionnelle p-adique, ce qu'on ne va pas faire ici. Mais je tenais à le mentionner. Et alors, ce qui va m'intéresser vraiment, c'est le groupe de Galois de QP bar sur QP. Hein, donc lui, c'est un groupe infini, puisque l'extension est infinie. Donc c'est un groupe qui est beaucoup plus intéressant que l'analogue réel, parce qu'en réel, ce que vous obtenez, c'est le groupe de Galois de C sur R, qui a 2 éléments. Et en p-adique, on obtient quand même un groupe plus intéressant. Et donc ça, c'est un très gros groupe. Qui agit continuellement sur CP. Sur CP, parce qu'en fait, il va agir, à cause de la formule qui est ici, il va agir par des isométries sur QP bar, et donc son action va se prolonger de manière continue à CP. Et donc, en particulier, c'est un très haut groupe. En particulier, il y a des quotients infinis qu'on peut décrire. Donc, il y a un quotient qui est le groupe de Galois de l'extension cyclotomique, c'est-à-dire l'extension obtenue en rajoutant toutes les racines de l'unité d'ordre une puissance de P. Donc ça, par la théorie de Galois, c'est aussi la limite projective des Galois des extensions finies. Et chacun de ces groupes de Galois, on les connaît par la théorie de Galois, c'est isomorphe à Z sur P puissance n Z étoile. Donc le groupe multiplicatif Z modulo P puissance n Z étoile. Et ça, c'est juste ZP étoile. Donc le groupe multiplicatif de ZP. Donc le morphisme qui est ici, ce morphisme-là, ça s'appelle le caractère cyclotomique qui. Donc on a quelque chose qu'on appelle le caractère cyclotomique qui est un caractère de groupe, du groupe de Galois de QP à valeur dans ZP étoile et qui est défini juste par le fait que si vous avez un sigma et si vous avez n'importe quelle racine de l'unité, eh ben, c'est obtenu en élevant cette racine de l'unité à la puissance qui de sigma. Donc ça, c'est si sigma zeta appartient au groupe
des racines de l'unité dans une puissance de P. D'accord? Donc on a ce très beau corps, CP, très gros. Il est abstraitement isomorphe à C pour des raisons de cardinal. Mais il y a eu un résultat de Tate qui montre qu'en fait, il n'est toujours pas assez gros, ce corps, hein, qui est le suivant, c'est que CP ne contient pas de 2 IP. Donc ça, c'est très embêté, parce que si vous faites un peu de géométrie algébrique, ah ben, je vais dire ce que ça veut dire. Donc effectivement, comme je vous ai dit, c'est abstraitement isomorphe à C, donc simplement, c'est abstraitement, il faut l'axiome du choix. Donc personne ne croit à l'axiome du choix, donc il faudrait fabriquer un 2IP. Alors pourquoi est-ce que ça ne contient pas de 2IP? Il y a plusieurs raisons. Donc la première raison, c'est la suivante. C'est quoi 2IP? 2IP, c'est une des manières de le définir, ça serait de prendre une racine p puissance n de l'unité, de prendre son logarithme. Donc j'écris ça comme ça, mais il faut bien voir que ça, c'est juste une racine p puissance n de l'unité. Donc ça a un sens dans QP bar. Hein, d'accord? Et maintenant, je prends p puissance n fois son log. Donc le logarithme, c'est défini comment? Log de x étant défini comme étant la somme. Alors je risque de me tromper, mais vous me corrigerez. Moins 1 puissance k moins 1 sur k, x moins 1 puissance k. Hein, donc la série que tout le monde connaît, je signe prêt. Alors le problème, c'est que comme on est en p-adique, quand on a une série, ben, on peut réordonner les termes comme on veut, puisque tout converge dès que ça tend vers 0. Et donc ça fait que ce logarithme, c'est un vrai morphisme de groupe. Et donc ça va faire que ça, c'est vraiment nul. Donc on obtient 0. Donc ça, c'est pas très bon. 2IP égale 0. Bon, ça, c'est une des raisons. Mais la vraie raison est la suivante. C'est que partez de cette formule et appliquez-lui un élément de Galois. Donc ce qu'on voudrait quand même, c'est dire, OK, je ne sais pas ce que c'est que 2IP, mais je veux au moins qu'il vérifie la propriété suivante. Donc si vous appliquez sigma à ça, par continuité, vous allez obtenir p puissance n log de sigma de ça, mais log de sigma de ça, c'est e puissance 2ip sur p puissance n fois qui de sigma, à cause de la formule qui est là. On élève à la puissance qui de sigma. Donc quand on prend le log, on devrait obtenir qui de sigma fois 2ip. D'accord? Donc le minimum qu'on peut demander à 2ip, c'est qu'il vérifie cette condition-là, qu'il soit compatible avec Galois. Et ce que Tate démontre, c'est que en fait, l'ensemble des x dans CP, tel que sigma de x égale qui de sigma fois 2ip, ben ça, c'est 0. Donc c'est encore raté, il n'y a pas de 2ip dans CP. Voilà, donc je vais vous expliquer, ouais, si j'ai un peu de temps, comment on remédie à ce problème. La solution n'est pas très facile, elle a été trouvée par Fontaine. Alors peut-être je vous le dis tout de suite. Donc en fait, la solution a été trouvée par Fontaine. Je dirai un peu plus tard. Donc qu'est-ce qu'il a fait, Fontaine? En fait, il a construit un anneau plus gros. Donc il a construit un anneau qu'on appelle B de RAM+. Donc je ne vais pas donner la construction tout de suite. Avec une flèche vers CP. Donc on a une action du groupe de Galois de QP bar sur QP partout, que je vais noter GQP
à partir de maintenant, comme ça simplifiera un peu les notations. Et là-dedans, il y a un élément qu'on note T en général, qui est le 2ip, qui vérifie cette condition. Mais en fait, quand vous lui appliquez θ, il s'envoie sur 0. Donc, et en fait, T est un générateur de quart de θ. De quart de θ. Donc, moralement, ça vous dit que Cp va être isomorphe à, B de RAM+, cet anneau B de RAM+, au moins algébriquement, il est isomorphe à Cp ou T. Mais alors ça, c'est moralement, mais vous devriez supprimer ça de votre tête parce que c'est faux de tous les points de vue. C'est-à-dire qu'il y a une topologie naturelle là-dessus et il n'existe pas d'isomorphisme continu, vérifiant ça. Il y a une action de Galois, comme j'ai dit, et cet isomorphisme n'est pas compatible avec l'action de Galois. Donc ceci est faux, mais ça dit quand même à quoi ressemble en gros l'anneau B de RAM+ de Fontaine. Donc je ne vais pas donner la construction de Fontaine, hein, parce que en fait, elle est très compliquée et elle est suffisamment horrible pour que tous les gens qui sont plus vieux que Fontaine aient décidé que vraiment c'était trop compliqué pour qu'ils l'apprennent. Donc si vous regardez les gens qui utilisent l'anneau B de RAM+ de Fontaine, ils sont tous plus jeunes que Fontaine. Bon, maintenant les jeunes n'ont aucun problème pour apprendre à l'utiliser, mais c'est quand même assez intéressant d'un point de vue sociologique de voir que les gens sont incapables d'apprendre des maths qui apparaissent après leur thèse en gros. Ok, donc moi, ce qui m'intéresse depuis un certain temps maintenant, c'est les représentations galoisiennes. Représentation de GQP. Donc, une manière d'étudier un groupe, comme ça, donc ça c'est un groupe abstrait relativement intéressant. Et une manière de l'étudier, c'est à travers ses représentations, donc c'est à travers son action sur des espaces de dimension finie. Donc moi, ce qui va m'intéresser, c'est les représentations p-adiques de QP, c'est-à-dire on prend un QP espace vectoriel, V, de dimension finie, On peut remplacer QP par L, ou une extension finie, ça ne change pas grand-chose à la théorie. C'est un petit peu plus général. Bon, on va rester avec QP. Et donc plus une action linéaire continue de GQP. Donc une action linéaire continue, ça dit la chose suivante. Donc ça, c'est équivalent à la donnée d'un morphisme de groupe de GQP dans les isomorphismes linéaires de V. Et si vous choisissez une base, c'est aussi la même chose que un morphisme continu dans GLD de QP, où D est la dimension de votre V. D'accord ? Donc c'est ce genre d'objet qu'on considère. Donc l'exemple le plus simple, c'est celui qui est fourni par le caractère cyclotomique. Donc on a le caractère cyclotomique qui va de GQP vers ZP étoile. Et ZP étoile, ça c'est inclus dans QP étoile, qui est rien d'autre que GL1 de QP. Donc ça fabrique une représentation de dimension 1. Et la représentation correspondante, on la note en général QP de qui. D'accord ? Bon, mais il y a des représentations plus intéressantes. Par exemple, si vous partez de la courbe elliptique Y2 égale X moins AP, X plus B puissance P, donc vous supposez que vous avez un contre-exemple au théorème de Fermat, égale C puissance P. Donc ça, c'est contre-exemple au théorème de Fermat. A, B, C entier. Vous pouvez fabriquer une représentation de dimension 2
représentation de dimension 2. Donc c'est une courbe elliptique. Une courbe elliptique, il y a une structure de groupe sur les points sur la courbe elliptique. Donc vous pouvez regarder les points de P torsion, P2 torsion, P puissance n torsion. Et vous pouvez faire la limite projective, TP, donc on va l'appeler E, TP de E, qui est la limite projective, de la même manière qu'on a défini ZP comme la limite projective des n modulo P puissance nz, des points de P puissance n torsion. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'une courbe elliptique, les points complexes, c'est isomorphe à C modulo un certain réseau. Et donc, les points de P puissance n torsion, E de P puissance n, ben en fait, c'est 1 sur P puissance n fois le réseau, modulo le réseau. Donc ça, c'est isomorphe à Z modulo P puissance nz au carré. Et donc, ce TP de E, il est isomorphe à ZP au carré. Et comme votre courbe E, elle est définie sur Q, en fait, il y a une action du groupe de Galois de Q bar sur Q. D'accord? Et la manière dont on démontre le théorème de Fermat, c'est on démontre que la représentation qu'on obtient a des propriétés tellement miraculeuses qu'elle ne peut pas exister. Donc, une des raisons pour lesquelles on étudie ce genre de représentation, c'est justement pour ce genre d'application. Et en particulier, donc, ce qui est le plus intéressant, c'est de regarder non pas les représentations de GQP, mais les représentations de Galois de Q bar sur Q. Mais il se trouve que si vous prenez des représentations sur un corps p-adique, la restriction, donc on a une inclusion de GQP dans Galois de Q bar sur Q. Et donc vous pouvez toujours restreindre une représentation de ce groupe-là à ce sous-groupe. D'accord, ça vous fait une représentation. Et cette représentation contient énormément d'informations sur la représentation du gros groupe. Donc c'est pour ça qu'on étudie ce genre de choses. Okay. Donc il y a deux programmes. Donc il y a un programme pour étudier ces représentations. Donc il y a le programme de Fontaine qui marche de la manière suivante. Donc l'idée de Fontaine, c'est la chose suivante, c'est que, imaginez que vous avez un anneau B, donc QP algèbre. Donc avec une action de GQP. Donc par exemple, un exemple d'anneau comme ça serait, il a disparu, mais bon, il y a le corps CP, où il y a l'anneau B2 RAM+, que j'ai mentionné, d'accord, hein, et plus des structures additionnelles, mais qui sont stables par l'action de GQP. Stable par GQP. OK? Donc, imaginez que vous ayez un anneau comme ça. Maintenant, si vous avez une représentation V, vous pouvez lui associer un invariant qu'on note dB de V, qui est obtenu en étendant les scalaires de QP à cet anneau. Et ensuite, vous regardez les points fixes par l'action de GQP. Et donc, qu'est-ce que vous obtenez à la sortie? Vous allez obtenir un module sur le sous-anneau des points fixes de B par l'action de GQP. Donc, vous obtenez un B GQP module. Et ce qui est intéressant, c'est que comme les structures additionnelles ici sont stables par GQP, ce module va être muni des structures supplémentaires qui existaient sur l'anneau B. Plus structures supplémentaires. OK, donc, vous voyez, donc vous avez, chaque fois que vous avez un B comme ça,
ça vous fabrique un foncteur qui vous associe à chaque représentation un invariant. Et étudier cet invariant, ça donne des indications sur la représentation. Alors bien sûr, si vous mettez des anneaux stupides, vous avez des invariants stupides et vous n'avez aucune information. Donc tout l'art, c'est de construire des bons anneaux. Et Fontaine a été vraiment un orfèvre en la matière. Il y a même les gens qui l'appellent le seigneur des anneaux pour ça. Et donc il a construit plein d'anneaux. Donc il a construit l'anneau B de Rame plus que j'avais mentionné. Mais il a construit des sous-anneaux qu'on appelle B-Cris, BST, B de Rame. Et ça, ces anneaux-là sont utilisés pour étudier toutes les représentations qui proviennent de la géométrie algébrique. Donc je ne vais rien en dire de plus. Donc ça, c'est la première chose. Donc le programme de Fontaine, c'est un programme de classification des représentations galoisiennes par des invariants. Et une fois qu'on a ça, on peut étudier la catégorie des invariants qu'on obtient et on déduire des choses sur la catégorie des représentations. Donc ça a été très très fructueux comme approche. En particulier, c'est utilisé amplement dans la preuve du théorème de Fermat. Et l'autre programme, qui est donc le programme de Fontaine, il a commencé à la fin des années 70. Et bon, il est presque fini. Enfin non, il vit encore. Fontaine a fait un certain nombre de conjectures. Celles-là ont été démontrées, mais maintenant, ce qui se passe, c'est que les représentations de GQP, on peut les mettre en famille. Et donc, une des questions, c'est de comprendre comment les invariants varient quand on met les représentations en famille. Est-ce que les invariants varient aussi en famille, de manière sympathique? Et il y a plein de travaux actuels là-dessus. Et l'autre programme, c'est ce qu'on appelle la correspondance de Langlands locale péadique. Correspondance de Langlands locale péadique. Donc ça, c'est plus récent, ça date des années 2000. Et donc c'est quoi l'idée? C'est d'essayer de relier les représentations de GQP, donc relier des représentations de GQP. Donc c'est des représentations de dimension finie, d'accord? À celle de GLN de QP, ou GLD, mettons. Donc si vous mettez les représentations de dimension finie égales à D, celle-là, elle devrait être reliée à des représentations de GLD de QP. Alors quel genre de représentation? Eh bien, ça serait des représentations sur des espaces de Banach péadiques. Donc sur des espaces de Banach pi, espace de Banach péadique. Banach péadique. Donc un QP espace de Banach. Comme les fonctions continues qu'on a vues tout à l'heure. Les fonctions continues, il y avait une norme. J'ai oublié de vous dire que c'était complet pour cette norme, mais c'est la même démonstration qu'en réel. Et une limite uniforme de fonctions continues et continues. Donc ça c'est un cas particulier d'espace de Banach. Et en fait, ils sont tous de ce type-là. Et donc avec une action continue. Donc ça, c'est un programme qui a été commencé par Broglie dans les années 2000. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est montrer que ça marche extrêmement bien. Donc marche bien. Bien pour D égale 2. Et maintenant, pour D supérieur ou égal à 3, c'est un grand point d'interrogation. Alors quand je dis que ça marche bien, c'est qu'il y a une construction. Et comme je n'ai pas le temps, je vais juste dire ça de manière un peu impressionniste. Il y a une construction complètement automatique qui part d'une représentation de GL2 de QP et qui crache une représentation du groupe de Galois de dimension 2. Pas toujours de dimension 2, mais si elle est irréductible ici, on obtient quelque chose de dimension 2. Et ça passe à travers une des constructions de Fontaine aussi. Il y a une des étapes qui est
qui est une espèce de machin magique où on rentre dans un eau de fontaine et hop, on ressort avec une représentation galoisienne. D'accord? Et donc ça marche très très bien. Bon, pour montrer que ça marche très très bien, en fait, il y a quand même un certain nombre de pages. La construction elle-même est très très simple. C'est 5-6 lignes. Par contre, prouver que ça marche, c'est beaucoup de travail. Et bizarrement, donc ça j'ai réussi à le démontrer dans les années vers 2008, mettons. Et bizarrement, on n'arrive pas pour le moment à étendre ça à d supérieur à 3. Et ce qui est bizarre, c'est que ça marche tellement bien qu'on se dit que non, ça doit aussi marcher en dimension supérieure, mais on ne sait vraiment pas comment le faire pour le moment. Bon, mais je crois que j'ai terminé mon temps, donc je m'arrête.